l'idée c'est qu'on va travailler par salve de 3. On va prendre 3 questions par 3 questions. À vous de nous dire si vous avez des intervenants visés ou pas dans vos questions. Si vos questions sont trop générales et que 1, 2, 3 prendront comment dire, la réponse en fait, simplement. On va voir qui a des questions, on va passer parmi vous et puis on va vous faire poser les questions du coup. Quentin, je te donne ça. Ouais, moi je vais me promener. Qui a des questions? Ok. Tout ça? N'hésitez pas, hein. J'arrive. Juste à distance, c'est pas forcément pour entendre bien fort, c'est plus pour nous voir. Vous m'entendez là? Parfait, au pire je répète. Ok. Il faut bien que quelqu'un se lance. C'est ça. Voilà, alors le Google Home, là, machin, est-ce que les voisins peuvent le déclencher quand on habite dans un immeuble? En gros, est-ce que oui, les voisins, ils entendent les voisins? Ouais, je sais pas si j'ai Oui. On parle plutôt de ton projet. Okay. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Ça, c'est pour ça le 3. C'est pas grave. On en a C'est le temps de se lancer, c'est toujours comme Nous, on en ça. a plein. Deux. Ah oui, oui, oui. Peut-être, messieurs, vous peut-être essayer. Ils sont très craintifs en fait par rapport à Gladys, que je voudrais savoir s'il existe un kit, quand vous écrivez en fait, c'est aussi bien de Louise Rosac. Je me demande, est-ce qu'il existe un kit de démonstration nomade? Je suis formatrice en fait pour adultes et j'interviens auprès d'acteurs qui interviennent à domicile pour des personnes vieillissant à domicile et je souhaite intégrer dans cette formation des objets connectés dont les assistants personnels. Et donc, est-ce qu'il existerait une sorte de kit de démonstration possible, hormis les vidéos qui sont sur le site? Tout à fait. Bah, en fait, Gladys. Excuse-moi, je te coupe. On va juste prendre 3 questions. On prend 3 questions et je réponds après? Et puis on répondra après, ça ne dérange pas? Ok, d'accord. On retient juste ça, je pourrais Ouais. poser une question. Est-ce que quelqu'un a une troisième question du coup à nous poser? Soyez pas timide, allez-y. Non? Ouais. Alors, je vais voir. On prendra juste ça. Merci. C'est possible. En fait, on arrivera vraiment à finir à avoir une sécurité optimale pour pouvoir ensuite vraiment l'utiliser chez soi sans risque de se faire espionner, quoi, tout simplement. Ouais. On prendra des questions après la prochaine salle. Merci. Alors, qui veut commencer à répondre aux questions? Alors la première, c'est est-ce que les voisins entendent quand on parle avec Google Home? Est-ce qu'eux, ils peuvent l'activer? Bah, Sur Gladys. Sur Gladys, Sur Google Home, par exemple, pour l'avoir testé pendant 2 mois, à peu près. Non. Déjà, rien que là, à proximité, il ne comprend pas forcément ce qu'on raconte. bah, en fait, Donc, quand c'est les voisins, enfin, en tout cas, à voix comme ça, d'une manière classique. bah, effectivement, tout dépend juste de la distance et de est-ce que dans la pièce ça s'est bien isolé ou pas. Mais après, un voisin il n'y a pas de reconnaissance de l'utilisateur en termes de la voix. C'est-à-dire que si quelqu'un demande OK Google fais ça ou pareil avec Gladys, eh ben, effectivement le voisin peut l'activer. Donc il y a effectivement des problèmes de sécurité là-dessus. Si le voisin, je ne sais pas, prend un haut-parleur, parle avec un micro quand vous n'êtes pas chez vous, oui c'est possible, c'est une vraie question. Ouais, enfin, plus généralement, ça répond un peu à ta question. Il n'y a pas de système 100% sûr. Jamais. Donc on est vraiment dans un nouveau monde et à l'instar d'une voiture, on ne peut pas dire qu'une voiture est 100% sûre. C'est impossible. Donc il en va de même pour Gladys, il en va de même pour Google Home. Et en effet, un voisin peut très bien, en amplifiant sa voix ou en passant, je ne sais pas, par l'interstice d'une fenêtre, diffuser une voix sans pour autant le limiter et donc activer le sound system et faire une grosse fête, quoi. Voilà. Alors, oui, enfin, je ne sais pas lequel je peux utiliser, mais je vais utiliser les deux.
Merci, parce que le bien est tombé par terre et donc je crois qu'il ne fonctionne pas bien. Alors, moi je pense qu'en fait, il y a beaucoup plus facile pour vous écouter chez vous, c'est votre smartphone. Et je crois qu'on va vivre dans un monde dans lequel, de toute façon, il y aura tellement de capteurs partout, qui seront tellement disséminés et tellement interconnectés, qu'en fait, on ne saura même plus. Et par contre, je retourne la question d'une autre façon. Est-ce que le Google Home lui-même pourrait faire une reconnaissance dans la maison des capteurs qui sont chez les voisins, exactement comme on le voit avec nos ordinateurs portables lorsqu'on fait une reconnaissance du Wi-Fi, qu'on est dans un immeuble. Quelquefois, on va capter 10 réseaux, 20 réseaux, parfois plus. Donc, est-ce que ces appareils-là vont pas lancer un scanning du réseau qui est autour d'eux pour savoir sur quoi se connecter? Et ça, je crois que c'est possible. Ce sera beaucoup plus facile. Donc, si c'est pas le Google Home qui va écouter les voisins directement, il va se connecter sur un appareil qui les écoute. Bon, je vais vous raconter une histoire horrible. C'était... Ouais, j'aime bien raconter des anecdotes pendant mes cours. Donc, c'était il y a quelques années, on nous avait cassé une vitre de voiture en pleine nuit dans mon quartier, comme ça. Alors du coup, j'ai téléphoné au commissariat de police pour savoir ce qu'il fallait faire. C'était vers minuit, 1h du matin, parce que il se trouvait que je sortais juste de chez moi et j'ai vu les casseurs et ils sont partis en courant. Du coup, je suis au commissariat de police avec mon fils, et puis pendant que je faisais la déposition, parce que le véhicule m'appartenait, mon fils qui était là a vu les gens arriver au commissariat de police rue Colbert à Brest, et il y a une dame qui est arrivée avec un réveil radio qui était dans sa table de nuit, sur sa table de nuit, chez elle, et en fait, elle le trouvait un peu bizarre, elle a mieux regardé, et quelqu'un qu'elle recevait chez elle avait implanté à l'intérieur, à la façon du film de tout à l'heure, un dispositif avec une micro-caméra qui rentrait donc dans une partie vide et qui voyait à travers les grilles d'aération du réveil radio ce qui se passait dans la pièce, quoi. Et elle a découvert ça et ça a enregistré sur une carte micro SD. Voilà, donc ça existe si vous voulez. Et ça, il y en aura partout. Et c'est accessible aux particuliers, un peu geeks, et donc ça sera tout le monde. J'espère vous avoir beaucoup inquiété avec ma réponse. Je rebondis simplement sur cette anecdote, elle me paraît importante. Aujourd'hui, on a des catalogues. Par exemple, mon papa, il a un catalogue de plein de gadgets. Et c'est là où j'ai vu dernièrement que on pouvait avoir des instruments de surveillance vendus au grand public, quoi. Et j'étais très loin de me rendre compte. Et donc, en fait, ça pose un souci, en fait. Et donc, ça peut potentiellement être un marché. À savoir qu'on peut se retrouver tellement suspicieux de tout que nous aurons certainement des lieux où on devra payer qui garantiront qu'il n'y a aucun signal qui donc pourra poser une question de surveillance ou de collecte de données. Voilà. Donc d'où l'idée de la piste que j'évoquais tout à l'heure, comment on détecte, et vous avez aussi posé la question, comment on est capable de détecter. Il y a des choses qui sont beaucoup plus simples, hein. Ça s'appelle des brouilleurs. Je pense qu'il y en a dans les universités. Il peut y en avoir aussi dans certains lieux. Il y a des couches qui permettent d'éviter tout signal. Et les grands de ce monde, ceux qui cherchent à garder certains secrets, parce que c'est important de savoir garder un secret, ont des techniques qui permettent d'éviter d'être espionné à son insu, quoi. Vous parliez de contrôler des choses qu'on n'a pas forcément le droit de contrôler en scannant. Moi, j'ai quelques anecdotes dans la communauté Gladys là-dessus. Faut faire bien attention dans les périphériques qu'on achète justement en domotique, par exemple. Il y a des périphériques qui sont totalement ouverts. Et j'avais par exemple, j'ai eu 2 utilisateurs. Il arrivait à scanner tous les périphériques de ses voisins. Et du coup, ça apparaissait dans Gladys. Et du coup, il pouvait allumer, éteindre la lumière, enfin faire tout ce qu'il veut chez les voisins. Et il l'a même pas voulu. C'est juste qu'en fait, la techno était faite en sorte que ça scannait autour et ça regardait pas. Il n'y avait pas de sécurité. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième est un peu plus drôle. C'est alors
pour détecter la présence dans Gladys, on utilise un petit capteur, enfin un petit émetteur Bluetooth qu'on a dans notre poche sur nos clés. Et en fait, il y a un utilisateur. Alors, dans la première version de ce module Gladys, on scannait juste et on les ajoutait à Gladys dès qu'on envoyait. Et on a un utilisateur, il y a eu un marathon qui est passé au pied de chez lui. Et donc, tous les gens dans les marathons, ils ont des petits trackers Bluetooth sur eux. Et donc, il s'est trouvé avec 15 000 appareils dans Gladys qui sont apparus comme ça. Et il pouvait voir exactement tous les passages des gens du marathon en face de chez lui, quoi. Ça lui a un peu pollué son Gladys. Donc, maintenant, c'est plus le cas. Mais en tout cas, avec les périphériques, on peut faire beaucoup de choses et en tout cas, on peut voir beaucoup de choses. Et moi, j'avais ça exactement aussi chez moi. J'avais ce fameux tracker. Et des fois, il y a des gens qui sont venus à des soirées chez moi qui avaient des montres connectées Garmin ou n'importe quelle marque. Et ils apparaissaient dans Gladys. J'avais même la distance qu'ils étaient avec Gladys. On peut savoir en Bluetooth la distance entre plusieurs périphériques. Et je pouvais savoir exactement la personne où elle était dans mon appartement pendant la soirée, quand elle est repartie. Enfin, il y a quand même... Qui était aux toilettes, qui était malade. Exactement. Et on peut savoir beaucoup de choses. Voilà. Bon, là, en l'occurrence, c'était les... Là, en l'occurrence, c'était marrant, mais après, il y a des fois où ça peut être moins marrant. Voilà. Ouais, alors du coup, pour répondre à la question, Gladys, en fait, comment ça s'installe? C'est un petit Raspberry Pi, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, un Raspberry Pi. C'est une petite carte informatique qui est un ordinateur complet, ça coûte 35 € et Gladys, ça s'installe dessus. Donc c'est quelque chose qui est vraiment portable, c'est-à-dire que ça fait vraiment la taille d'un smartphone. On peut installer Gladys dessus, et prendre quelques périphériques, et si vous voulez faire des démos un peu partout, comme vous avez dit, c'est tout à fait possible. Juste à installer Gladys sur le Raspberry Pi, prendre quelques objets connectés où vous voulez faire la démo avec, les configurer dans Gladys, et après c'est juste ça se branche et ça fonctionne comme ça, quoi. Plug and play. Voilà. Il faut une mémoire de quelle taille? 8 Go ça suffit. 8 Go ça suffit. Ouais, 8 Go ça suffit. Si vous voulez le faire, vous nous recontactez et on peut confier ça comme projet à des étudiants d'informatique. Parce que des Raspberry, on en a 42 au moins, peut-être même plus encore. En fin d'année, tout à fait. Enfin, voilà. Et ça nous permettra de garder ça. Merci. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc il y en avait une là, effectivement. Hop, j'arrive. En réalité, je n'ai pas qu'une seule question, j'en ai 3. Donc je vais les... D'accord. Donc la première, c'est ne pensez-vous pas qu'il risque d'avoir des dérives avec l'intelligence artificielle? Parce que comme on l'a vu avec le scandale de Facebook, avec la Cambridge Analytica qui a travaillé pour Trump, ils arrivent à connaître notre personnalité plus que notre famille, seulement à partir de 100 likes sur des pages Facebook, ce qui est assez inquiétant. De plus, la Chine développe des systèmes de caméras de surveillance pour noter leurs citoyens, afin de leur interdire d'aller dans des écoles ou de continuer à travailler ou même de quitter le pays en voyageant. Ça, c'était ma première question donc sur les dérives et votre avis sur cela. Deuxième question, pensez-vous pas qu'il risque d'avoir une détérioration du lien social avec toutes ces intelligences parce qu'on n'a plus besoin d'aller faire les courses grâce à Amazon qui nous livre nos produits ou... Pardon ? Juste la troisième, je laisserai quelqu'un d'autre la faire. D'accord. Termine, excusez-moi, vas-y. D'accord. Ou même l'installation de robots, les pharos dans les EHPAD par exemple, pour le lien social avec les personnes âgées. Donc, ne pensez-vous pas qu'une vie simplifiée est une vie sans lien social ? Ok, merci. Alors, juste, s'il y a une troisième question, je laisserai quelqu'un y répondre. Sinon, je le laisserai poser cette troisième question. Est-ce qu'on en a d'autres? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont motivées, qui veulent se lancer? Ok, bon bah, troisième question est pour toi du coup. Je reviens vers toi. Et donc, la dernière question concerne surtout nos capacités humaines, que je pense qu'on est en train de détériorer, nos capacités cognitives et de mémoire notamment, qu'on ne stimule plus du fait de l'utilisation d'Internet au quotidien ou d'autres assistants. Hop, je te remercie, nickel. Ok, alors, qui veut commencer à prendre la parole? Ouais, merci. Sur Cambridge Analytics, c'est pas une révélation. Hein, enfin,
On pensait qu'en 2009, Mark Zuckerberg, à l'instar de Jérôme Cahuzac, pouvait dire droit dans les yeux vos données chez nous vous appartiennent. Et c'est pas le cas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le business model de Facebook, c'est de traiter de la donnée et après de revendre ça. Alors évidemment, il y a une régie publicitaire et tout le monde s'en satisfaisait hein, parce qu'il y avait une analyse de risque. Je veux bien filer mes données et finalement le préjudice d'avoir de la pub, on a connu la télé, c'est pas énorme. En revanche, ce que ça posait, j'ai très bien entendu le risque hein, sur le vote, les intentions de vote. Avec ce type de technologie, on est capable aujourd'hui, notamment avec un micro de très bonne qualité, de savoir, voilà, au détour d'une conversation avec ses amis, quelle est la tendance ou quels sont les doutes. Ce qui permettra aux plus offrants d'avoir ces données, parce qu'on est sûr de rien. Google pourrait dire non, écoutez, vous êtes complètement en train de fabuler. Je pense qu'à terme, ces données pourront être vendues. Et puis, alors peut-être le seul avantage, c'est que ça permettra à Laurent Wauquiez d'éviter de bullshiter à la télé. Donc il aura au moins des données sur lesquelles il peut se baser. Mais politiquement parlant et en termes systémiquement parlant, c'est super intéressant. Et donc en termes de démocratie, c'est un danger. Réellement. Sur l'aspect notation, ce qui se passe en Chine, c'est terrifiant. Mais c'est ni plus ni moins qu'une déclinaison de ce qui existe depuis longtemps. En fait, la notation, je pensais pas qu'ils allaient le faire, mais ils l'ont fait. C'est un épisode de Black Mirror, hein. On est d'accord. Ils l'ont fait. Du coup, en fait, culturellement parlant, la Chine a toujours eu cette espèce d'évaluation de tous les citoyens. Ils ont même imposé des quotas, l'enfant unique. Je pense qu'il y avait une bonne raison de le faire. Et puis franchement, c'est effroyable. Ça nous dépasse. Mais il faut quand même penser que, en termes de sanctions et donc de notation, quand on était donc condamné par la justice chinoise, on avait certains avaient une sorte de dette et donc devaient migrer de manière forcée et aller travailler à l'étranger, histoire de purger une certaine peine. Donc cette notation n'est finalement, ok, c'est de la dystopie, mais c'est un cran supplémentaire. Ça existait déjà en fait, ce qui reste effroyable. Hein. Pour parler de dérives, je pense que tu as répondu à la question dans ta question. Il y en a déjà des dérives. Donc c'est pour ça qu'il faut arriver à concevoir, on parlait de privacy by design, arriver à concevoir les systèmes dès le début pour faire en sorte que les dérives soient pas possibles. Parce que même si tu conçois le système et tu dis on fait attention à vos données, dès que les données n'allaient pas chez toi, obligatoirement quelqu'un du système peut se dire j'aimerais bien savoir ce que fait ma femme ou mon voisin, et du coup tu vas regarder vite fait les logs, oh là là il fait ça, voilà. C'est facile de se laisser tenter quoi. Et du coup dès que l'information elle est partie, et c'est pour ça que dès le début il faut que le système soit pensé pour que ça soit pas possible. En tout cas c'est mon avis. Oui, je vais répondre surtout sur la partie robot. On transite un peu parce que je pense que l'essentiel a été dit sur la première partie. Mais je partage les avis de mes deux comparses de la soirée. Alors, pour l'affaire des robots d'accompagnement dans les EHPAD, ou pas forcément à domicile, nous, on est en train de regarder ça au laboratoire d'informatique. Quel accompagnement ? Pourquoi faire? Et est-ce que ce robot d'accompagnement doit se substituer? Là, c'est un grave problème. Et s'il doit se substituer, pourquoi? Et en fait, on fait des expériences, on montre que c'est faisable. C'est faisable à l'échelle de la Terre entière, on n'imagine pas. Nous, on a acheté un robot de télétravail et à un certain moment, je me suis dit, tiens, je pourrais faire une petite démo d'ici. Mais on l'a fait manipuler par des gens qui étaient en Nouvelle-Calédonie et le temps de réponse est tellement court. Et ça porte un genre de visioconférence qu'on a l'impression que c'est dans la pièce d'à côté. On est à cette échelle-là aujourd'hui. Tout à l'heure, on a bien vu lors de l'essai de l'API qu'en fait, il y a eu un temps de réponse. Puis en fait, ce temps de réponse, il est compatible humainement à notre échelle, mais il y a une partie du traitement qui s'est faite de l'autre côté
de l'Atlantique, non seulement de l'autre côté de l'Atlantique, mais de l'autre côté des États-Unis. C'est-à-dire que la distance est totalement abolie. Et alors, donc, on a des possibilités techniques qui n'avaient jamais existé auparavant, à aucune époque. Et du coup, ça élargit le champ des possibles, mais ça va avoir un effet sur la société. C'était donc ça mon sujet. Évidemment, ça a un effet sur sa société. Et là, il faut relire Gilbert Simondon, qui avait très bien prévu ça. Pour lui, l'objet technique évolue avec l'humanité et l'humanité évolue avec l'objet technique. Aujourd'hui, nous avons des dents qui ne nous permettraient pas de manger de la nourriture crue continuellement. Et on n'a pas le système digestif pour. On est obligé de faire cuire un certain nombre d'aliments. Donc en fait, l'être humain d'aujourd'hui est tributaire du feu. Et sans feu, il ne pourrait pas, en général, survivre très longtemps, ou du moins pas en société comme aujourd'hui. Et donc, c'est une innovation technique qui est apparue à un certain moment, et l'être humain a évolué en fonction. Et c'est comme ça pour le canif, pour tout, pour absolument tout. Eh bien, les robots et l'intelligence artificielle, ce sont des réalisations techniques qui vont nous changer. Ça nous transforme. La différence par rapport à ce qui s'est passé auparavant, c'est que on n'a jamais été dans une situation comme ça, et ça va nous transformer intellectuellement, comme la presse, en son temps, a pu transformer la société intellectuellement, comme l'imprimerie a pu transformer l'humanité intellectuellement. Mais là, ça se fait à une vitesse mais phénoménale. C'est-à-dire qu'il n'est même plus question de génération. Vous avez bien vu sur mon histoire de l'intelligence artificielle, on en est à 62 ans du début, et déjà 10 ans après la création, il y avait des résultats substantiels. Et ces résultats, on les voit seulement apparaître maintenant dans nos domiciles. Il aura fallu 2 générations pratiquement. Là, nos équipements nouveaux, les smartphones, etc., c'est en moins de 10 ans. Et on a un nombre d'équipements qui est commensurable à la multitude de l'humanité. C'est-à-dire c'est des milliards d'unités, c'est des centaines de millions. Ça nous transforme, c'est évident. Ça nous transforme. Alors, je reviens sur la question, dans les EHPAD, à mon avis, c'est incontournable. Un des défauts que l'on a dans le domaine technique, c'est qu'en général, on écrit des manuels d'utilisation, mais on n'a jamais le guide du bon emploi. Maintenant, le challenge social, entre nous, on peut se dire, on se donne rendez-vous dans 10 ans, on discutera de ça ici, c'est qui aura les guides du bon emploi de nos outils techniques. Quand je dis guide du bon emploi, c'est évidemment d'un point de vue éthique et social. Voilà. Dans une perspective de développement humain, ce qui était un des piliers du développement durable. Voilà. Donc il reste la 3e question. Je crois que vous avez déjà répondu, commencé déjà à répondre à la question avec le progrès technique. J'aimerais bien avoir votre point de vue. Alors, on est 3. Moi, en tout cas, je suis totalement du même point de vue. Je pense que chaque innovation technique apporte... Enfin, maintenant, on n'est plus capable de se déplacer sans voiture, train, avion. Avec l'électricité, on n'est plus capable de, je sais pas, faire des choses la nuit comme avant. Je pense que chaque innovation fait que tu es plus capable de faire quelque chose que tu étais capable avant, mais te permet du coup de peut-être te concentrer sur d'autres choses et du coup d'évoluer. Et je pense que l'intelligence artificielle et tous ces assistants vont peut-être nous permettre de faire justement d'autres choses et de passer moins de temps sur des choses qui nous prenaient du temps avant. Donc je pense qu'effectivement, il faut s'en méfier, il faut le faire bien, mais ça peut nous permettre de faire plein de nouvelles choses, je pense. Donc je ne suis pas si pessimiste que ça. Moi, enfin, je crois encore que ça peut vraiment aider une catégorie de personnes qui a du mal à se mouvoir, vraiment, une catégorie de personnes qui éprouvent la solitude. On voit qu'arrivé à un certain âge, même des personnages illustres ont préféré être accompagnés d'animaux domestiques que d'humains, quoi. Parce que bon, je pense qu'au bout d'un moment, il y a une certaine saturation sociale, et donc ce type d'équipement, je pense qu'au bout d'un moment, encore une fois, dans un contexte de grande solitude, peut aider, ou de distance. On parlait des personnes âgées, il n'y a rien de pire que pas avoir de visite de nouvelles, et ce type d'équipement avec la voix et donc une qualité d'enceinte permet de maintenir le lien. Pour d'autres catégories, je pense que c'est en fait, il faut se poser la question de la nécessité.
la nécessité par exemple, de voter à distance. Moi, je crois à la fois au sacro-saint mouvement. Dès lors où on doit se bouger les fesses, quoi, pour aller voter. On doit se bouger pour aller acheter des choses. Il y a des moments où, évidemment, il y a un temps pour tout. On ne peut pas, et donc Amazon va venir nous livrer avec son drone, ok. Mais si ça devient systématique, je pense qu'on va perdre la notion de mouvement. Et la notion de mouvement, quand elle n'est plus là, quand il n'y a plus de mouvement, c'est la stagnation. Et en médecine, ça s'appelle un escar. Voilà. Ok, merci bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, d'accord. J'y arrive après. Comment le rapport Villani est sorti aujourd'hui et il semble que dans ce rapport, il est indiqué qu'on va vers une raréfaction, entre autres, du silicium et qui est chiffré peut-être à 2040, donc c'est demain. Raréfaction aussi d'autres métaux rares. Est-ce que c'est pas un élément qui pourrait influer de manière très forte sur justement le développement, et le développement pour qui? Ok, merci. Là-bas. Moi, je voulais vous demander plutôt votre avis sur comment vous voyez l'avenir au niveau bassin de l'emploi, c'est-à-dire grâce à cette nouvelle technologie qui sont de plus en plus performantes. On le voit avec les voitures autonomes qui arrivent en force. Donc, en fin de compte, si on peut extrapoler un petit peu voitures autonomes, on n'est pas loin après des camions autonomes, peut-être pourquoi pas trains autonomes, avions autonomes, bref, tout ce qui requiert des compétences, on va dire, un peu basiques. Ces métiers-là peuvent être amenés à disparaître. Est-ce que la société pourra s'adapter assez vite pour justement créer de l'emploi, disons, ou en tout cas faire en sorte que ce modèle puisse perdurer, quoi. Votre avis là-dessus? Ok, très bien. Alors, est-ce qu'il y a une troisième question? Bon bah, Quentin, hop, bouge pas. Merci. Tiens, Quentin. Ah, c'est une question peut-être bête, hein, mais combien de temps en tout, du coup, ça vous a pris à faire Gladys depuis le début? On commence par répondre à quoi? Question 1, dans l'ordre. Alors ma réponse, Bruno, c'est qu'il y a 12 ans, j'avais donné comme sujet justement à un étudiant l'évaluation des impacts environnementaux en termes de métaux précieux et rares à un étudiant de Master 1 à l'époque. Et on avait comptabilisé simplement l'or contenu dans les ordinateurs. Et notre réponse, c'est que avec les réserves potentielles sur la planète, la production qu'on peut faire, totalement, on avait 96 ans d'ordinateurs de l'époque devant nous. Et si on ne mettait pas en place une industrie de recyclage systématique, on ne s'en sortirait pas. Pour l'or, simplement. Je parle que de l'or. Pour le cuivre, c'était à peu près 30 ans. Alors évidemment, c'était il y a à peu près 13 ans. L'industrie s'est mise en place, elle est difficile parce que des quantités d'or et de métaux rares sont infinitésimales, mais quand on fait le compte, elles sont supérieures aux gisements naturels en fraction de tonnes. Alors ça s'appelle des mines urbaines. Et ça fait partie des appels à projets blancs, etc. Donc c'est la mise en place. Alors il y a même un modèle nouveau. Alors cette fois-ci, ça répond un peu à l'autre question sur les emplois. Modèle nouveau social où en fait, à la périphérie des villes, là où il y a les zones commerciales, il y aurait des industries de recyclage un peu partout, avec des emplois là, et on prendrait l'habitude de ramener nos appareils anciens. C'est ce qu'on commence à faire avec les points de collecte dans les supermarchés, et qui seraient recyclés à côté pour faire de nouveaux équipements, etc. Et ça, c'est typiquement dans les projets type Smart Cities.
Donc là, si tu veux en savoir plus, il faut aller à l'Open Factory, c'est plutôt Jean Fab Lab, Barcelone, etc. Et voilà. Mais c'est certain que pour beaucoup de terres rares, de métaux précieux, les ressources de la planète, on peut y être très vite si on ne recycle pas systématiquement. Et si on ne diminue pas les quantités, même les batteries lithium, celles qui sont montées dans la voiture Tesla et dans nos équipements, c'est pas un siècle, hein, si on prend les techniques actuelles. Donc on va être obligé de changer de fonctionnement social et profondément au niveau du recyclage. Hein. Ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est peanuts, si j'ose dire, par rapport à ce qu'on va devoir faire. Et ça va induire une relocalisation, une réorganisation de la production. Maintenant, les grands de ce monde, ils ont une autre solution. Elle porte un nom, elle s'appelle la Corée du Nord. Parce qu'en Corée du Nord, il y a plein de gisements. Donc si on fait la paix avec la Corée du Nord, ben, on pourrait y accéder. Et alors, comme le dirigeant coréen du Nord, il n'a pas envie d'être pris pour un chef d'État de République bananière, comme ceux de la République des gros trafics du Congo, par exemple, si on l'appelle comme ça, eh bien, il a développé des armes pour éviter que on leur gâche la vie trop, quoi. Hein, et donc c'est un peu sévère de le dire comme ça, mais il y a aussi ce côté-là. Donc actuellement, on voit des mouvements, on dit « Ah là là, c'est formidable, quand même l'esprit olympique et tout ça ». Non, 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 l'esprit olympique, c'est les terres rares, les gisements, la pénurie qui se profile, hein, les grands comptes qui s'émeuvent, en particulier ceux qui sont juste de l'autre côté de la frontière, dans la partie sud du pays, etc. Ça, c'est pour la partie... dont j'ai répondu un peu aux deux questions à la fois, mais il y a la deuxième partie, j'aimerais, et puis la troisième question sur Gladys. Merci. Je sais pas si tu veux dire quelque chose sur la première partie, parce que moi je suis pas du tout expert en gisement, donc... Enfin oui, évidemment, on est très peu regardant sur les ressources de notre planète, et dernièrement j'ai vu un chiffre qui m'a effrayé. C'est pour un smartphone, c'est 70 kg de matière première pour faire un smartphone. Donc c'est considérable. Il y a 2 jours. Ok, du coup, tu veux commencer sur la deuxième question ou... Alors deuxième question. Oui, alors je peux répondre à la troisième question. C'était là. Alors la troisième question. Alors Gladys, ça fait 4 ans et demi que j'ai commencé le projet. Donc les débuts, en fait, à la base, je voulais juste créer un assistant pour chez moi. C'est-à-dire que j'avais ma petite chambre d'étudiant et je voulais contrôler la lumière chez moi automatiquement. Je voulais que quand je rentre, il se passe des choses. Et du coup, j'ai commencé à un peu chercher sur Internet qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a le Raspberry Pi qui était sorti un petit peu avant. Du coup, j'avais eu un petit Raspberry Pi chez moi et j'ai commencé à bidouiller. Et en gros, au début, j'écrivais juste des articles sur un blog sur Internet où j'expliquais comment contrôler tel périphérique, comment contrôler tel périphérique. Et c'était juste, j'expliquais. Donc au final, il y a quand même beaucoup de gens qui ont commencé à lire et qui m'ont dit pourquoi en fait tu ferais pas un soft qui comprenne tout ce que tu dis, donc contrôler les lumières, contrôler la musique, contrôler tout ça, et que tu distribues sur Internet gratuitement et comme installé à la maison, quoi. Et du coup, j'ai travaillé pendant, on va dire, 8 mois, 1 an, et j'ai sorti une première version de Gladys, donc je montrais en 2014, qui du coup reprenait tous les concepts. C'était un peu un premier POC, et après, au fur et à mesure des retours, j'ai amélioré Gladys, amélioré le produit, et depuis, on a une communauté, beaucoup d'utilisateurs, et ça continue de grossir. Donc voilà. Donc je vais peut-être répondre à la question sur les emplois. Enfin, je vais donner ma réponse. Eh bien, c'est sûr que si on compte sur les gens qui investissent, on sera tous très vite au chômage, qu'on soit notaire, etc. Il restera un peu les pharmaciens, beaucoup les infirmières, moins les médecins que les infirmières. Enfin, il restera finalement très peu d'emplois. Par contre, si on compte sur nous, alors ça c'est dans le livre de Jérémy Rifkin, La société du coût marginal zéro, si on compte sur nous et qu'on crée des communaux communautaires, comme il appelle ça, à ce moment-là on peut avoir une société résiliente comme a été la société européenne au Moyen-Âge. Mais il faut revenir aux solutions du Moyen-Âge. Mais sans vivre comme au Moyen-Âge. Mais aux solutions, le four banal, ce qu'on appelait le four banal, etc., le moulin banal, etc. Et donc, ça se situe là, voire des monnaies locales,
des choses comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on refuse le modernisme, ça veut dire simplement qu'on adopte un mode de fonctionnement social qui est résilient et qui est relocalisé. Alors ce mouvement a déjà commencé. Ce mouvement a déjà commencé. C'est un mouvement de partage, on va dire, les communautés libres. Vous avez vu, dans tous les exposés, finalement, à chaque fois, il y a cet aspect du partage, d'une liberté, et c'est une liberté à soi. Alors, il y a un autre aspect aussi à cette question qui est, il faut avoir le guide du bon usage, c'est-à-dire ce qu'ont fait les États-Unis en autorisant des véhicules automatiques à rouler sur des routes libres, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, même si des véhicules autonomes. Les trains, au fond, on leur donne pas l'autorisation de rouler sur les autoroutes. Ils restent sur leur voie de chemin de fer et quand ils en sortent, ça se passe très très mal. Donc peut-être qu'il va falloir considérer que les robots sont sauvages par nature et difficiles à domestiquer. Voilà. Donc il faudra les encadrer de près, et même chez soi quand on en aura, délimiter la zone où ils pourront opérer, comme on le fait avec une tondeuse automatique au fond. Dans son jardin, on laisse pas libre complètement. On met un petit truc, mais ça pourrait être beaucoup plus ferme que ça. Et là, le législateur est en retard. Bon, je reviens au problème du chômage et de la perte d'emploi. La perte d'emploi, c'est parce qu'on considère que seul le travail productif, en termes de services et de produits matériels, est rémunérable. Mais ça, c'est une vision de la société qui est très récente. Dans l'Antiquité, c'était pas comme ça. Au Moyen-Âge, c'était pas comme ça. Donc, il faut repenser le circuit, en fait, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'argent et le circuit des échanges économiques d'une autre façon. Voilà, c'est ça. Et c'est là, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, chaque être humain a une utilité sociale. Et dans la Déclaration des droits de l'homme, il a le droit de vivre, il a le droit à un travail, enfin, il a le droit à une existence reconnue dans la société. Si c'est plus du travail productif, c'est autre chose, mais il faut l'instaurer. C'est dans le livre de Charles-Édouard Bouet, où il dit qu'il faut créer un 4e secteur économique. Donc il y a le secteur primaire, le secteur secondaire, le secteur tertiaire. Il nous manque un 4e secteur économique, il faut l'inventer. Et on retrouve cette idée-là dans le livre écrit la même année par Jérémy Rifkin, indépendamment, quoi. Donc il nous faut un secteur quaternaire. J'espère avoir répondu. Je ne sais pas si c'est des questions que vous êtes déjà posées. Pour la question du chômage, moi je pense que remplacer, il y a pas mal de boulot un peu dur. Moi, en début d'école d'ingénieur, on a toujours un stage ouvrier. J'ai fait le stage ouvrier et vous voyez à l'usine, donc les gens qui travaillent, vous travaillez avec eux. Et il y a des boulots qui sont vraiment compliqués. Et je pense que remplacer ces boulots qui sont compliqués, qui fatiguent et qui vraiment font mal à des gens, c'est bien de le faire. Effectivement, ça va créer du chômage, mais il faut justement réfléchir au problème et voir comment on peut former ces gens pour qu'ils fassent d'autres choses. Et je pense que c'est une bonne chose. Et c'est pas un problème, en tout cas, du moment que c'est réfléchi et qu'on ne laisse pas les gens juste à la porte sans emploi, quoi. C'est juste mon point de vue sur le sujet. Si tu as quelque chose à dire. J'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que, encore une fois, en termes de pénibilité du travail, si la technologie peut éviter à certains de se retrouver handicapés à des âges indus, j'aime bien la notion d'effort, hein, mais de là à ruiner son corps pour si peu et surtout pour des choses qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est en effet, voilà, c'est une bonne piste et je suis d'accord avec sur l'idée d'avoir un quatrième secteur économique, oui, totalement. Et ça me fait penser qu'il y a quelque chose d'impératif, et c'est lié à la question des richesses qui sont de plus en plus rares, enfin des minerais, c'est de la nécessité d'éviter d'acheter du neuf, surtout quand c'est voué à l'obsolescence, et d'apprendre, ce que je regrette, d'apprendre sans cesse à bricoler et à réparer. Et je pense que voilà, si la Smart City telle qu'elle est annoncée peut permettre de recycler
et de réparer, j'insiste sur ce verbe, on arrivera peut-être à éviter un déclin trop brutal. D'autres questions? Ok, merci. Alors moi j'ai des questions. Ouais. Pas pour les intervenants, mais c'est plus pour le public. Ouais, il y en a un là. Bah écoute. Bah, yep. Moi, c'était toujours par rapport plus à l'entreprise Gladys. Du coup, c'était pour savoir un peu la part que vous mettez dans la sécurité, l'importance que ça a pour votre entreprise. Et par exemple, vous parliez des applications que tout le monde peut développer et comment elles sont vérifiées, etc. Si c'est géré vous avez un service de sécurité en interne ou si c'est une entreprise qui bosse à côté avec vous, etc. Ok, d'autres questions? Non? Ouais, ok. Bon. On en a juste une ou deux, nous, de notre côté, et puis on va terminer là-dessus ensuite. Hop. Ok. Alors, moi, ma première, tout à l'heure, on parlait d'Eva. On parlait donc de cet assistant personnel intelligent aussi pour PSA. C'était en gros une sorte de grosse FAQ. Mais est-ce que c'est vraiment plus efficace qu'une FAQ où on aura simplement des réponses préfaites qui sont généralement une dizaine de questions par site, ou est-ce que c'est vraiment une grosse FAQ, entre guillemets, intelligente? Je ne sais pas si c'est clair ou pas, mais ouais. Deuxième. Oui, là je note des notes. Vas-y. Du coup, moi, ma question, je suis assez film, et du coup, je voulais savoir si la science-fiction d'hier, ça va vraiment devenir le futur de demain, et du coup, répondre un peu à notre question de ce soir. Est-ce que les assistants personnels intelligents vont devenir le meilleur ami de l'homme, le nouvel meilleur ami de l'homme? Avoir votre point de vue là-dessus. Du coup, la première question. Gladys. Alors, la sécurité, c'est un point hyper important, en tout cas en domotique et dans ce genre de projet. Alors, ce qu'il faut savoir, tu parles d'entreprise, Gladys, c'est avant tout un projet open source. Donc, c'est-à-dire que tout le code de Gladys est disponible en ligne et chacun peut le lire, le modifier. Donc, on a beaucoup de gens qui lisent le code de Gladys, qui apportent des modifications, qui s'y voient des choses qui leur plaisent pas, peuvent créer une issue et dire bah là il y a un problème. Donc il y a vraiment toute une communauté qui participe au développement de Gladys. Je suis pas le seul sur le projet, on est beaucoup, comme je disais, on est plus de 2000 sur le forum. Pour la partie module, tu parlais de est-ce qu'il y a une validation, est-ce que n'importe qui peut publier n'importe quoi. Alors le process il est simple pour Gladys. Les gens ils publient leur code sur GitHub en open source comme Gladys et ensuite ils m'envoient, donc on a un store Gladys où les gens peuvent submit des liens, c'est un peu comme l'App Store d'Apple. Et ensuite en gros eux ils vont publier le lien sur le store et en gros le lien va être en attente de validation par quelqu'un de l'équipe Gladys. Donc bon, pour l'instant, le projet n'est pas encore énorme. Je peux gérer pour l'instant tout seul toutes les validations. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que moi, le module, je le vois, je vais regarder le code, je vais lire ce qu'il y a dans le module, je vais le tester chez moi si j'ai les périphériques chez moi, et ensuite je le valide ou je refuse, et après je donne une raison à la personne. Sachant qu'en général, les modules, il n'y a pas que moi qui les teste, la personne la publie en général sur le forum, et en fait, n'importe qui peut tester en mode développeur les modules avant leur sortie. Et du coup, il y a en général beaucoup de gens qui testent les modules avant qu'ils sortent. Et moi, j'attends en général que la communauté valide un peu un module avant sa sortie. Donc voilà. Donc en général, tu vois, c'est pas le module il apparaît pas directement dans Gladys comme ça, quoi. Il y a toute une étape de validation. Voilà pour la deuxième question. Oui. Donc la deuxième question qui porte donc sur Eva et PSA. Alors ma réponse personnelle, c'est qu'en fait les FAQ ça marche quand on sait mettre des mots sur les problèmes. Donc on est déjà dans le jargon. Et quand on utilise des FAQ fréquemment, hein, je pense que c'est votre cas, c'est mon cas, c'est le cas de beaucoup de gens, en fait on a trouvé la réponse parce qu'on a su formuler les questions. C'est comme une requête sur Internet. Hein. Or, pour une toute petite erreur, hein, une lettre double qui est mise simplement, ou un accent qui manque, etc., ça peut complètement dévier, on peut tomber sur des liens commerciaux, des choses complètement différentes sur Internet, et dans le cas de la FAQ, on peut être aiguillé dans l'arborescence de la recherche sur quelque chose de totalement différent, parce qu'on n'a pas utilisé le bon mot. L'avantage des chatbots et des outils comme Eva, c'est qu'a priori, vous avez un élément conversationnel large qui permet d'interpréter
ce qu'on veut dire dans un langage très naturel, qui n'est pas le jargon technique. Or, dans le cas des helpdesk, enfin des centres d'aide, des services informatiques, on a ce problème qui est qu'on ne parle pas le même jargon. Donc on ne connaît pas les mots. Et comme on ne connaît pas les mots, on ne se comprend pas. Et on repart souvent avec sa machine toujours en panne. Et le centre d'aide a eu l'impression de l'avoir réparé. Parce qu'ils ont réparé ce qu'ils avaient compris de la panne, mais en fait, ils n'avaient pas vu le problème véritablement. Ça arrive, je ne sais pas, 1 fois sur 10, mais ça arrive souvent. Et là, ça permet d'éviter cette difficulté. Et je pense que c'était ça l'idée des utilisateurs de PSA. Si vous voulez en savoir plus, c'est largement commenté. Partout, dans la presse, partout, ce truc-là est considéré comme un énorme triomphe de la technique. Donc, si vous prenez... c'est une histoire à dormir debout, un peu comme le nom de l'entreprise. Mais non, ça marche. Et c'était aussi mon intention quand j'avais travaillé, il y a 20 ans, sur cet outil d'aide en CAO. Parce qu'en fait, quelquefois, les gens ne connaissaient pas le vocabulaire. Donc, c'est ça qui les bloquait pour rechercher quelque chose. Donc, il fallait... en quelque sorte, par une recherche des synonymes, etc., des antonymes, et éventuellement, réaiguiller la personne vers le bon vocabulaire qui allait lui permettre de trouver par elle-même sa solution. Autre avantage, c'est que la personne qui a utilisé le chatbot a l'impression d'avoir trouvé la solution par elle-même. Donc ça la flatte. Et elle peut toujours le prétendre. Vous voulez ajouter quelque chose, non ? On sera plus sur la troisième question. Du coup, mais... Alors du coup, est-ce que le monde de demain, ça ressemblait à comme dans les films ? Alors ça dépend de quel film, justement. Moi, j'aimerais bien que ça ressemble à comme dans Iron Man, comme je mettais dans ma présentation, où c'est plutôt gentil, ça se passe bien, on a un Jarvis à la maison. Mais après, il y a d'autres films comme Minority Report, par exemple, j'aime beaucoup ce film, où on voit John Anderson qui se promène dans la rue, son iris est scanné absolument partout, et du coup, dès qu'il se promène, il a de la pub, je sais pas, pour un peu tout ce qu'il a acheté dans le passé, qui parle dans la rue, ça lui parle en permanence, et on en arrive au point où il se fait changer les yeux pour justement ne plus être reconnu dans la rue. Et il prend les yeux je sais plus, d'un Chinois ou je sais plus quoi, qui achetait avant des vêtements pour femmes ou je sais plus quoi, et du coup, il a des pubs pour des sous-vêtements Gap, je sais plus, dans un moment du film. Et du coup, à voir les choix qu'on va faire et qui vont mener soit un Iron Man gentil ou un Minority Report, et j'espère que ça sera le gentil. La question, je pense que la réponse va être classique, hein, ce n'est ni plus ni moins qu'une répétition de ce qu'on connaît. Et Mark Zuckerberg n'est ni plus ni moins que ce personnage du docteur Frankenstein qui crée quelque chose de fantastique, scientifiquement admirable, et qui au bout d'un moment perd le contrôle. Donc c'est le problème de la science, et voilà, donc on parle de technologie, oui, il y a un danger manifeste. Oui, alors il y a un autre aspect de la question qui m'intéresse beaucoup et qui est très sensible dans l'histoire de l'humanité et la mention des outils dont on s'est doté, qui est-ce que la littérature, la science-fiction, ça canalise en fait l'imaginaire ? Et si oui, est-ce que c'est un phénomène culturel, c'est-à-dire qui passe les âges, les temps, etc. Ou bien est-ce que c'est quelques individus qui subitement ont des idées extraordinaires et vont canaliser les autres ? Alors, dans l'histoire, il y a ce personnage particulier qui était Jules Verne, qui habitait Amiens. Il y est mort, mais il n'y est pas né. Et Jules Verne, lui, il écrivait des histoires pour son éditeur et qui marchaient bien, qui était un genre de science-fiction. Ce qu'on sait assez peu, ce qu'on raconte peu, c'est que 20 milieux sous les mers, le capitaine Nemo, le Nautilus, où il a repris d'ailleurs le nom d'un sous-marin qui avait été créé par un Américain 70 ans plus tôt, qui s'appelait aussi le Nautilus et qui a été plus tard réutilisé, je vais vous dire comment, eh bien ça a complètement aiguillé un amiral américain qui, ayant lu dans sa jeunesse 20 milieux sous les mers, une fois que l'énergie nucléaire a existé et qu'on a su faire des réacteurs nucléaires qui étaient grands comme des
des immeubles de 75 mètres de haut et 50 mètres de côté, qui a voulu miniaturiser ça pour mettre ça dans un sous-marin, de façon à avoir un sous-marin capable de parcourir 20 000 lieues sous les mers, et si possible faire plusieurs fois le tour du monde. Donc il s'est acharné, comme il était haut passé, il était amiral aux États-Unis, eh ben, il a fait créer le premier sous-marin nucléaire qui s'est appelé Nautilus. Voilà. Ni plus ni moins. Donc en fait, il s'agit en quelque sorte d'une prédiction autoréalisatrice par un phénomène humain. C'est pas le seul cas. Il y a la fameuse loi de Moore, Moore qui est un des créateurs d'Intel, qui avait dit que la capacité des circuits électroniques doublait tous les 18 mois. À un certain moment, quand il est arrivé à un certain âge, il a dit finalement, tout le monde s'est acharné à faire que la courbe de croissance des capacités des processeurs suive ma prédiction. Alors, tout le monde s'est forcé pour que, comme s'il avait écrit une loi qui devait être absolument respectée. Rien n'obligeait personne. C'est-à-dire que nous sommes canalisés nous-mêmes par notre culture, et ce qu'on peut voir comme film, voilà, ça nous influence. Alors, autre exemple, on a des smartphones. J'ai cru entendre dire que le premier qui a travaillé là-dessus chez Motorola, en fait, c'est parce qu'il voulait absolument avoir des appareils de communication comme ceux de Star Trek, parce qu'il avait vu ça pendant son enfance et ça l'avait passionné. Et donc, il s'est acharné à faire ça et il a réussi. Voilà, donc on a cet objet, nous, dans notre poche, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont regardé effectivement de la science-fiction. Mais s'ils ont fait ça en science-fiction, c'est ce que je voulais dire avec Talos, c'est pour ça que j'ai parlé de ça, c'est que ça correspond aussi à un fond culturel qu'on véhicule depuis des milliers d'années et dont on n'a pas conscience nous-mêmes. On ne sait pas qui on est, nous-mêmes. Nous sommes des inconnus vis-à-vis de nous. À la limite, nos clones numériques nous connaissent mieux que nous-mêmes. Moi, c'est bon, j'ai déjà... Ok, merci. Alors, juste avant de clôturer cette conférence, j'ai une dernière question. Qui a envie d'acheter maintenant une intelligence artificielle, enfin, du moins un truc comme Google Home, ou bien un autre? Juste à main levée, histoire d'avoir une idée comme ça. Qui en aurait envie? Celui qui voulait... Ok, d'accord. D'accord. Oui, oui, voilà. D'accord, ouais, c'était un peu généraliste, effectivement. D'accord. Bon, écoutez, je vous remercie. Il y a un cocktail qui vous attend. On va pouvoir manger un petit truc et puis boire un petit truc à côté. Merci à vous d'être venus. Merci à vous, effectivement.